Je suis tout à fait honoré et ravi, en tout cas dans l'idée, de participer à ce panel qui respire l'égalité homme-femme, n'est-ce pas? Bon, vous savez, j'y contribue pas, c'est pas en disant ça que j'y contribue plus, mais bon, quoi qu'il en soit, il fallait le noter. Donc nous sommes ici évidemment pour parler de souveraineté, pour parler d'Europe. Et pourquoi c'est important de parler d'Europe quand on parle d'attractivité de la France et de compétitivité de la France? Parce que tout simplement, nous avons vu que dans le cadre de cette crise sanitaire, l'Europe a été à un niveau où la gestion de la crise s'est passée, s'est déroulée. Et même au niveau de la santé, où l'Europe n'était pas aussi présente jusqu'à maintenant, et les choses sont en train de changer. L'Europe est évidemment l'échelon souverain de taille pour être en concurrence et en compétition avec les grands pays de ce monde qui font concurrence à la France et à bien d'autres pays d'Europe et du monde. Et enfin, la France va être à la présidence de l'Union européenne, et donc c'est pour ça que ce sujet est particulièrement important à traiter aujourd'hui dans les États de la France. AstraZeneca réfléchit à cette dimension-là de souveraineté et à cette dimension-là aussi de niveau européen, et en particulier nous avons eu cette approche à travers un partenariat avec le Forum économique mondial et la London School of Economics. On a étudié finalement dans 8 pays leurs forces et leurs faiblesses révélées par la crise, et sous l'angle de la résilience. Et ces études sur 8 pays de leurs forces et de leurs faiblesses ont montré que les enjeux étaient relativement similaires dans l'ensemble des pays. Et je vais peut-être vous laisser avec ces 3 grands mots qui peuvent servir peut-être de contribution ma courte prise de parole: l'anticipation, l'accès à l'innovation et l'agilité, la capacité à s'adapter, l'agilité dans la prise de décision, mais aussi l'agilité face aux crises, puisque l'angle était la résilience. Et enfin, je dirais peut-être un dernier mot sur un point de vigilance, puisqu'on a parlé dans le forum précédent, dans le panel précédent, de point de vigilance, et c'est peut-être celui du mot de relocalisation, qui est souvent associé à celui de souveraineté. Relocaliser veut a priori dire faire revenir quelque chose qui a existé et qui est parti, et a priori ce que l'on fait revenir n'est pas forcément à la pointe du progrès. Donc est-ce que le débat de la relocalisation est celui à mettre en parallèle de celui de la souveraineté, de l'innovation et de l'attractivité? Personnellement, je n'en suis pas sûr, mais peut-être que nos panélistes brillants en parleront durant mon absence et en votre présence. Donc je vous présente encore une fois toutes mes excuses. Je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis à très bientôt. Messieurs, la parole est à vous. Merci. Merci Olivier Nataf. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Bon, il n'y a pas de souci. Donc on va animer ce débat, et peut-être qu'avant, je vais interroger pendant quelques minutes Nicolas Bouzou, qui est économiste, qui est essayiste, qui est le directeur d'Asterès. Donc Nicolas, on se connaît depuis un certain temps, donc on a l'occasion assez régulièrement de parler de la situation économique, toujours avec beaucoup d'analyses subtiles et beaucoup de créativité. Donc Nicolas, la première question que je voulais peut-être vous poser, c'était de savoir comment vous voyez cette reprise économique en ce début d'automne. Est-ce qu'elle est solide? Je voyais des études qui passaient ces derniers jours où on disait qu'il y avait peut-être un risque d'essoufflement. Quelle est votre analyse? Alors, déjà, je pense qu'il faut reconnaître que la politique dite du quoi qu'il en coûte a été un très grand succès. C'est-à-dire qu'au fond, l'économie telle qu'elle a redémarré n'est pas très différente de l'économie telle qu'on l'avait, entre guillemets, abandonnée au début de la crise. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, l'INSEE nous dit que la principale difficulté pour les entreprises, ce sont les difficultés de recrutement. C'est intéressant d'ailleurs, parce que les difficultés de recrutement ont toujours été un problème en France, c'est pas nouveau. Mais en revanche, le fait que ce soit devenu le principal problème, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Je ne sous-estime pas du tout cette question des difficultés de recrutement, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose, partager quelque chose avec vous. S'il y a 18 mois, on m'avait dit, dans 18 mois, la principale difficulté de l'économie française, ce sera les difficultés de recrutement, moi très honnêtement, j'aurais signé dès demain. Ça montre quand même qu'on s'en est pas si mal sorti, qu'on a protégé les entreprises, vous le savez, il y a eu assez peu de faillites, on a protégé l'emploi. Alors là, pour le coup, il y a même plus d'emplois privés aujourd'hui qu'au début de la crise, ce qui est quand même absolument remarquable. Et on a
à peu près protéger le pouvoir d'achat des gens. Ensuite, il faudrait rentrer dans les détails, mais en moyenne, on a quand même réussi à faire ça. Donc ça a coûté cher, mais ça a été efficace. Ensuite, pour répondre à votre question, ce qui m'intéresse, c'est le coup d'après. C'est-à-dire, cette politique a été très bien pensée et elle a été très bien exécutée. L'effet rebond a été extrêmement fort. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à capitaliser sur ce que nous a dit la crise, parce qu'elle nous a dit des choses que l'on connaissait, mais elle les a fait apparaître au grand public de façon très crue, les questions de désindustrialisation, notamment, y compris dans le domaine de la santé d'ailleurs. Est-ce qu'on va être capable de tirer les leçons de ça et de capitaliser là-dessus pour essayer d'augmenter ce que dans ma corporation on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire pour passer à un rythme d'activité qui soit durablement plus élevé. Je suis raisonnablement optimiste. Pourquoi ? Alors déjà, je trouve que les plans de soutien à l'activité qui sont mis en France sont bons, ils répondent aux problèmes. Le plan France Relance de l'année dernière, en fait, qui a été présenté comme un plan anti-crise, n'était pas un plan anti-crise, c'était un peu mieux que ça, c'était un peu plus subtil et un peu plus machiavélique. C'était un plan qui prenait prétexte de la crise pour faire des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Alors typiquement, pour prendre une mesure emblématique, la baisse des impôts de production, c'est quelque chose, on milite pour ça depuis des années. Tous les économistes qui ont travaillé sur le sujet savent que c'est une bonne politique. Et donc on a pris le prétexte de la crise pour opérer un bout de cette baisse, un début de baisse des impôts de production. Donc c'est bien globalement l'idée du plan France Relance qui était de dire au fond il faut remuscler le tissu productif français, il faut que les entreprises investissent plus, notamment dans les technologies, c'est bien. Le plan d'investissement qui sera présenté, alors je ne sais pas qui va le présenter d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le président de la République ou le Premier ministre. Probablement le président de la République, mais qui va un peu dans la même direction, qui consolide ça, me semble être aussi assez pertinent. Quitte à mettre de l'argent public, autant le mettre sur le renforcement de notre potentiel de croissance. Après, je peins un tableau qui est relativement en effet positif. On a quand même un immense problème en France et en Europe, c'est qu'on utilise beaucoup, et c'est très bien, les technologies de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire le numérique, l'intelligence artificielle, les robots. On voit que vraiment, en France notamment, on avait du retard, on rattrape ce retard, à la faveur de la crise d'ailleurs, et c'est très bien parce que ça va permettre de faire des gains de productivité. En revanche, ce qui n'est pas bien, c'est que nous ne produisons pas ces technologies. Et là, j'attire votre attention sur le fait que ces deux aspects sont tout à fait différents. Utiliser les technologies, c'est absolument nécessaire, c'est bien. Les produire, ça donne la puissance technologique et du coup la puissance économique et la puissance géopolitique, elle vient de là. Et ça, on n'y est pas. Je vais choquer certains d'entre vous. On va fêter l'introduction en bourse d'OVH. C'est une magnifique entreprise, c'est superbe OVH, on est tous fiers d'OVH. Bon, 4 milliards d'euros de capitalisation boursière, les GAFA sont à 2000 milliards, si vous voulez. Donc, c'est très belle entreprise, mais ça n'est pas au niveau de ce que l'Europe, qui parle d'autonomie stratégique, qui parle de souveraineté, doit générer comme entreprise. Donc là, on a vraiment pris énormément de retard et je voudrais vraiment qu'on en ait conscience. Est-ce qu'on peut compenser ce retard? Est-ce qu'on peut devenir une puissance technologique qui produit la technologie? Alors, c'est vraiment la grande question qui devrait nous obséder d'ailleurs en ce moment si on était un peu plus sérieux. Quand on a des technologies qui évoluent vite, ce qui est le cas aujourd'hui, au fond, l'ordinateur quantique, l'hydrogène, le nucléaire de la troisième génération, etc. Donc on voit qu'on a en permanence, on a un rythme de progrès technologique qui est rapide, ça ouvre en permanence des portes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai raison d'être optimiste. Oui, donc on peut toujours essayer. Par exemple, quand Thierry Breton évoque les ordinateurs quantiques, je suis absolument incompétent pour vous dire, pour faire un état de cette technologie et pour vous dire quelle peut être l'ampleur de cette technologie dans les 10 ou 15 prochaines années. Mais je sais que l'idée qui consiste à dire on va aller sur quelque chose de nouveau, ça, je pense que c'est bon. Vous voyez? Après, je ne suis pas sûr qu'on le fasse suffisamment, mais déjà, il y a eu, notamment en Europe et notamment du point de vue de la Commission européenne, disons-le, il y a quand même un petit saut intellectuel. Parce qu'on pense en termes de souveraineté, de puissance technologique, on ne fait peut-être pas assez, mais rien que le fait de penser comme ça et de ne plus penser uniquement l'Europe comme un marché unique, en fait, c'est assez nouveau. Enfin, il y a 5 ans, c'était pas, l'ancienne commission ne raisonnait pas du tout comme ça. Oui, d'accord. On voit aussi, nous on en parle régulièrement dans notre journal, des startups françaises qui ont des valorisations de 3-4 milliards. Là, il y a eu des levées de fonds la semaine dernière. La French Tech semble avoir un petit effet. On fait grossir un peu les sociétés, donc ça peut aussi nous rendre optimistes. Mais c'est pas assez, hein.
C'est très bien. Les levées de fonds seraient comment dire, les échanges de vignettes de foot. Ok, génial. Non, mais c'est bien. Mais c'est pas Google. Non, c'est pas Google. Ouais. Ouais. Oui, mais J'aimerais revenir, Nicolas, sur un sujet, je sais que sur lequel vous avez régulièrement travaillé, qui est ce sujet que vous avez abordé quand même, sur les pénuries d'emploi. La France est quand même dans une situation très paradoxale. Elle a des problèmes de pénurie d'emploi, alors que c'est un pays qui a un taux de chômage qui est à peu près 2 fois supérieur, j'exagère à peine, mais à l'Allemagne. non, vous savez. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a un moment où on peut imaginer que la France va pouvoir créer plus d'emplois, réduire son taux de chômage, ou là-dessus, il ne faut pas raisonner comme ça? En fait, non, mais la question que vous posez est très importante. Ça veut dire que, grosso modo, on est presque dans une forme de plein emploi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire baisser le taux de chômage, alors que vous l'avez rappelé, on a un taux de chômage qui est très élevé. Donc, on a ce paradoxe. Alors, ça ne veut pas dire que le taux de chômage, en fait, ne peut plus baisser. Ça veut dire qu'il ne peut plus baisser par le seul fait de l'activité économique normale, et donc qu'il faut faire des changements sur le marché du travail. Il y a quelque chose qu'on a très bien fait en France depuis 15 ans, c'est la flexibilité du marché du travail. On a vraiment remarquablement flexibilisé le marché du travail, sans le dire en réalité, mais de l'introduction de la rupture conventionnelle jusqu'aux ordonnances pénicaux en passant par les lois El Khomri, en fait, on a procédé à beaucoup de changements qui, agrégés, ont changé le marché du travail. Donc ça, c'est bien. Il y a quelque chose en revanche sur lequel on n'est pas encore bon, c'est qu'on n'est pas capable de former des gens ou d'inciter des gens à se former aux métiers qui sont en tension aujourd'hui. Et là, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Alors, je vais être un petit peu brutal. La réforme de la formation continue est très bien. Moi, je l'ai soutenue. Tout le monde a un compte personnel formation, c'est très bien. Mais le compte personnel formation, il est là pour former, pour faire de la formation professionnelle, pas de la formation au loisir. Ce qui est souvent le cas. Et donc, moi, j'ai rien contre la poterie, mais on cherche des chaudronniers. Donc, il faut quand même qu'on soit capable de flécher, et il faut qu'on flèche, c'est pas très difficile techniquement d'ailleurs, il faut qu'on flèche un peu l'argent de la formation professionnelle vers les entreprises qui en ont besoin. Et puis, il faut aussi, c'était une demande de la CPME qui a été, le gouvernement a répondu positivement, je trouve que c'est très bien, il faut maintenant envoyer les gens directement dans les entreprises pour que c'est très efficace en fait. Hein. L'apprentissage, ça marche à 20 ans, mais en fait, ça marche à 50 ans. Et donc, il faut vraiment multiplier ce type de dispositif, et c'est ça ce qui va nous permettre de casser ce seuil de taux de chômage qui est, comme vous l'avez dit, très élevé. Ouais. J'aimerais qu'on revienne, qu'on continue toujours à analyser cette crise. Pendant ces premiers mois un peu fous, on s'est dit l'économie globale allait être remise en question finalement avec cette grande crise sanitaire. Aujourd'hui, je voyais que le commerce mondial était revenu au niveau d'avant-crise, donc les échanges restent extrêmement importants. Est-ce que ça veut dire que dans ce monde d'après, finalement, en dehors de ces deux lignes de force, la technologie et probablement l'environnement, globalement, notre capitalisme ne va pas changer énormément? Alors déjà, le point que vous soulignez sur le commerce mondial est très important. Je l'ai aussi lu dans mon quotidien préféré ce matin, et c'est même plus que ce que vous dites, parce qu'on est revenu au niveau d'avant-crise en matière de commerce mondial, alors même qu'on fait face à un nombre de contraintes qui sont très élevés. Non, mais je veux dire, les chaînes logistiques ne sont pas complètement rétablies, le coût du fret maritime n'a jamais été aussi élevé, et malgré ça, on a un niveau de commerce international qui est devenu plus élevé qu'avant la crise. C'est vous dire à quel point ceux qui se sont fait les prophètes de la démondialisation, etc., mais se sont ramassés, mais alors là, vraiment, la tête la première, extrêmement violemment, parce que c'est très exactement l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire une accélération en fait formidable de la mondialisation. Mais les deux points que vous avez soulignés, la technologie et l'environnement, quand même, ce sont deux points qui sont très importants. On a l'impression que c'est une accélération, que ce n'est pas forcément une nouveauté. C'est une forte accélération, vraiment. La question de la technologie accélère fortement. Alors je vous donne un exemple bateau, mais moi je travaille sur l'économie de la santé depuis 10 ou 15 ans. L'ARN messager, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Paf, la crise, ça y est, vous voyez. Donc ça nous a fait basculer, ça fait basculer le monde de la santé dans un monde qui est un monde nouveau. Donc là, vous avez une accélération extrêmement violente. La question de l'environnement, en fait, c'était pas forcément évident au début de la crise. D'ailleurs, on pouvait se dire, les opinions publiques vont se dire qu'il faut plus se préoccuper des questions sanitaires et des questions économiques et sociales que des questions environnementales, et pas du tout. Ça a généré une accélération considérable de la question environnementale, et donc ça va générer une accélération considérable de la décarbonation de l'économie avec toutes les innovations. J'évoquais le nucléaire, mais la capture de CO2, l'économie circulaire, etc. Donc énormément de choses vont accélérer. Donc et là, de l'innovation sur lequel l'Europe, l'industrie européenne,
peut avoir un rôle, j'ai envie de dire, n'est pas dépassée comme elle peut l'être sur les technologies numériques. Ah ben, bien sûr, mais il ne faut pas faire de bêtises de politique économique. C'est-à-dire qu'au moment où on essaie de décarboner l'économie, le pays qui a le plus de centrales nucléaires, qui a mis des fermetures de réacteurs dans la loi, c'est baroque. Hein. Oui. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas faire ça. Bon. Donc ça, il faut revenir là-dessus. Il ne faut pas faire de bêtises, parce que si on a des atouts, et là on les avait, et qu'on les gâche un peu, il suffit de voir ce qui se passe avec les EPR français. L'EPR est une technologie qui marche très bien. Ce qui ne marche pas bien, c'est quand c'est mal organisé. Mais quand c'est bien organisé, ça marche très bien. Voilà, il ne faut pas se tirer des balles en pleine tête. Si on ne se tire pas des balles en pleine tête, je ne sais pas si on va y arriver, mais si on ne le fait pas, oui, bien sûr, je pense que dans ces deux domaines, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la santé, vraiment, l'Europe a des atouts à faire valoir, parce qu'on a des grandes entreprises et des startups. On a les deux. Et on a des jeunes entreprises et des vieilles entreprises. Donc on peut avoir un précipité très intéressant. D'accord. Nicolas Bouzou, peut-être pour se diriger vers notre débat, d'une certaine manière, je vais continuer sur une ou deux questions. On a parlé de souveraineté, effectivement, beaucoup avec cette crise, notamment, on se souvient de ce qui peut sembler être anecdotique, mais qui était important, c'était en matière de santé, en matière de masques, on a beaucoup réfléchi à ces sujets-là. Quel regard vous portez finalement sur ce débat ? L'Europe et les pays qui parlent de souveraineté, est-ce que ça vous semble naturel à l'issue de cette crise ou même pendant cette crise ? Je pense que la question de la souveraineté, c'est comme j'étais entièrement d'accord avec ce que disait Vinataf, c'est comme la question des relocalisations. Je pense que ce sont des termes un peu imprécis auxquels on peut faire dire beaucoup de choses. La souveraineté, j'entendais l'autre jour un candidat à l'élection présidentielle expliquer qu'il fallait être souverain en termes de masques, et il en déduisait que, alors qu'aujourd'hui on importait 80% de masques, il fallait en produire 80%. Je pense que c'est radicalement faux. Je pense que les masques, c'est typiquement quelque chose qu'il faut importer. Je ne vois pas pourquoi l'industrie française se mettrait à produire plein de masques. Si on n'avait pas de masques au début de la crise, ce n'est pas parce qu'on n'en produisait pas, c'est parce qu'on en avait acheté plein, qu'on avait détruit les stocks. Ça n'a absolument rien à voir avec un problème de production. Donc, vous voyez, la question de la souveraineté, elle peut mener vers un protectionnisme qui, en fait, ne sera pas bon pour l'économie française. C'est pour ça que je préfère parler d'innovation et de puissance technologique. Et donc, dans le domaine sanitaire, notre sujet, c'est d'avoir une vision économique et industrielle, et pas seulement une vision médicale. En France, on a eu très longtemps une vision uniquement médicale. Il faut aujourd'hui qu'on se dise que la santé, c'est aussi une industrie avec énormément d'innovation. Et il faut se dire, où sont positionnées nos grandes entreprises, nos startups, nos laboratoires publics, comment est-ce qu'on peut les faire collaborer ensemble. Et là, il y a des choses vraiment très importantes, très intéressantes. Sur les thérapies géniques, par exemple, on peut vraiment développer une filière qui est une filière très performante et très haut de gamme. Sur l'oncologie, on peut développer une filière très performante et très haut de gamme. Sur certains dispositifs médicaux, si on oublie aussi parfois l'industrie, on ne parle que des médicaments, il y a des choses, on a en France vraiment des savoir-faire et des capacités. Donc, ça a été dit d'ailleurs au CSIS, au Comité stratégique des industries de santé, je crois que c'était début juillet, par le président de la République. Donc, je pense qu'il commence à y avoir un consensus sur cette idée qu'il faut développer cette industrie, la laisser se développer et qu'il faut plutôt viser les segments à forte valeur ajoutée. Ensuite, il faut que les décisions suivent sur la fiscalité, sur l'accès au marché, sur le financement, sur la collaboration publique-privée. Donc ça, le discours aujourd'hui qui est tenu officiellement est le bon, je pense. Maintenant, voilà, faut voir comment ça se passe. Mais à quel niveau se joue la souveraineté ? Parce qu'il y a eu ce débat européen, notamment en matière de santé pendant cette crise. Il y a la souveraineté assez politique au niveau des États. C'est quoi le bon prisme ? Là encore, je pense que votre question est absolument fondamentale. Je pense que, du point de vue intellectuel, il est plus intéressant de la faire jouer au niveau européen, parce que ça nous donne des effets de levier, des capacités beaucoup plus importantes. Et il y a des choses à faire au niveau européen. Hein. Moi, par exemple, je milite beaucoup pour la création d'un Nasdaq européen. Je pense qu'Euronext, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je pense que ce n'est pas un marché financier de l'innovation. Alors, un Nasdaq européen, d'ailleurs, on ne va pas le faire à 27. En fait, il faut le faire commencer à 3-4. Bon. Mais là, vous voyez, je pense qu'il y a des choses très, très fortes, vraiment fortes à faire au niveau européen. Mais l'Europe, aujourd'hui, est quand même relativement ralentie. Et donc, on ne peut pas non plus attendre l'Europe. Donc, on doit aussi prendre des décisions de politique industrielle au niveau français. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire les deux en même temps. On va en parler avec nos intervenants, parce que là, ils sont au centre de ce débat sur la position de la France et de l'Europe. Merci Nicolas Bouzou. Merci à vous. Je propose que vous veniez avec plaisir. à nous. Avec plaisir. Merci.
ce téléphone comme timer. Tous très bavards. Voilà. Alors, je prends mes petites fiches. Alors, peut-être le premier point que j'ai envie à tous de vous poser, une question que je vais vous poser qui est un peu celle que j'ai posée à Nicolas. Vous êtes chef d'entreprise de groupes étrangers en France. Vous êtes au sein de grandes entreprises, de multinationales, donc vous avez un double regard sur ce qui se passe en France, mais aussi à l'échelle globale. Et peut-être pour démarrer, j'aimerais vraiment savoir dans quelle situation sont vos groupes dans cette sortie de crise. Est-ce que la santé économique est bonne et comment vous voyez ce redémarrage? Xavier Susterac, dites-moi. Alors, peut-être d'abord un mot sur le groupe Aptar. On n'est pas très connu pour situer un petit peu la situation. Nous faisons des produits de packaging pour la cosmétique, l'alimentation, les produits pharmaceutiques. Et donc, et vous ne le savez peut-être pas parce que nous faisons du B2B, donc non, pas de marque. Mais le matin, quand vous allez dans votre salle de bain, vous utilisez un savon liquide, un gel douche, un shampoing, ensuite un aérosol avec un déodorant, ensuite un parfum, mesdames, un rouge à lèvres. Vous avez eu 6 produits Aptar dans les mains. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour présenter le groupe, c'est pour expliquer qu'en fait, la crise pour nous a touché à différents niveaux. Quand je parle de rouge à lèvres, mesdames, je vous vois avec des masques, et je sais qu'il y a beaucoup moins de rouge à lèvres, malheureusement, qui est utilisé actuellement. Ça va redémarrer. Par contre, quand on parle de pompe pour savon liquide ou gel hydroalcoolique, vous imaginez un peu la demande que nous avons eue dans cette crise. Donc, pas vraiment une crise, en fait, on a eu des gammes de produits qui ont compensé les pertes. Après la sortie de crise, je pense que c'est presque plus compliqué, en fait. Parce qu'on savait qu'en sortie de crise, il y a un certain nombre de phénomènes. D'abord, il y a une demande qui est repartie, mais qui est repartie de façon assez erratique, avec des lancements un petit peu dans tous les sens, avec des clients qui nous disaient on va lancer un produit, et puis une semaine plus tôt, ils disaient finalement non, on va lancer un autre produit. On avait produit, mais pas forcément les bons produits pour eux. Une demande très très erratique, très élevée. Une supply chain qui a vraiment souffert, et puis des manques de matières premières suivis d'une inflation assez épouvantable. Et donc cette gestion de la sortie de crise, je dirais, est presque plus compliquée en fait, alors que la demande est forte, mais compliquée à gérer. D'accord, très bien. Alors, je vais passer la parole à Nicolas Nekoff, mais je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite. Moi, j'ai fait un stage chez Aptar à Chicago, chez Sequist. À l'époque, ça s'appelait Sequist. Crystal Lake. Voilà, Valois en France et Sequist aux États-Unis. Donc, je pense que vous n'avez pas vu beaucoup de journalistes qui ont été vous êtes le premier. stage. Voilà, donc je voulais vous le dire. C'est pour ça que je connais un peu cette entreprise. J'étais très content de vous rencontrer. Nicolas Nekoff, bonjour à vous, tous. Comment vous voyez cette sortie de crise? Comment vous la vivez? Écoutez, alors je ne sais pas si vous avez fait un stage chez Ferrero, vous nous direz à la fin. J'ai mangé beaucoup. Peut-être la constitution du panel était faite pour... Écoutez, nous, on est un industriel de l'agroalimentaire et pour nous, le sujet, c'était vraiment la continuité. Évidemment, la continuité économique, hein, bien sûr, mais aussi la continuité de l'approvisionnement, de la chaîne alimentaire. Et je crois que ça a très bien fonctionné, déjà, ça c'est le premier enseignement. D'abord grâce à la gestion de crise sanitaire elle-même, hein, pour protéger nos salariés. Et puis je dois dire qu'on a vécu une forme de solidarité collective extrêmement puissante, hein, particulièrement en France, avec nos salariés, avec nos fournisseurs, avec nos clients, qui a permis finalement de maintenir cette continuité. D'abord de production, hein, on a une grosse usine en France, en Normandie, qui ne s'est jamais arrêtée. Contrairement à certaines usines de notre groupe, hein, en Inde ou en Chine, qui ont dû s'arrêter dans le contexte sanitaire. Donc ça, je pense et pourquoi, finalement? Parce que les modalités d'organisation et de gestion de la crise sanitaire a permis de protéger nos salariés et de maintenir la production. Et on a vécu aussi une solidarité assez forte avec nos fournisseurs et nos clients, distributeurs, qui nous a permis aussi dans la chaîne logistique de trouver les solutions collectives pour que la chaîne d'approvisionnement ne s'arrête pas. Et puis je crois, et c'était évoqué par Nicolas, que les mécanismes de soutien à l'activité économique, les mécanismes financiers ont fonctionné en France, ont permis de garder un climat de confiance
et de faciliter en fait cette reprise qui s'amorce. Alors, notre perception de cette reprise, c'est qu'effectivement elle s'amorce, mais elle nécessite d'adresser un certain nombre d'enjeux de transformation qui sont là et qui ne sont pas simples. Alors d'abord, on voit une forme de surchauffe économique, ça c'est vrai, qui crée des tensions à la fois sur les prix et sur la disponibilité des matières premières. Donc on pourra en reparler en termes de souveraineté, parce que ça c'est un vrai sujet, protection de notre indépendance agroalimentaire. Donc il faut gérer ça à court terme. On a également des parties de notre modèle économique qui ont bougé, qui ont évolué avec des tendances de fond. Je peux prendre le cas par exemple de l'e-commerce, qui était un circuit de distribution en forte accélération, qui a pris une dimension totalement nouvelle avec la crise sanitaire. Les circuits de proximité, finalement les gens ont redécouvert les magasins de proximité à la faveur de ces confinements. On a relocalisé le commerce. Et ça, c'est des pans de notre modèle économique qu'il faut ajuster en termes d'organisation. Voilà, on a des consommateurs qui attendent plus de grandes entreprises. Les grandes entreprises ont joué un rôle pendant cette crise, mais les consommateurs nous disent on veut que ça continue. Comment est-ce que vous allez contribuer à la société civile? Et puis on a des salariés qui, finalement, ont vécu des modalités de travail totalement disruptées et qui n'ont pas l'intention de revenir aux modalités de travail d'il y a 2 ans. Et donc ça, en tant qu'entreprise, il va falloir qu'on l'entende, qu'on l'adresse pour rester attractif. On parlait de l'emploi. Pour être attractif demain, il va falloir intégrer la flexibilité, le télétravail, enfin, toutes ces choses-là. Et ça, c'est une question qui dépasse la France, finalement. Vous avez ces questions-là. Exactement. Voilà. Donc, écoutez, on est optimiste. Voilà, on est sorti renforcé, je crois, de cette crise, mais il y a vraiment des enjeux de fond à adresser pour vraiment capter les fruits de cette reprise. Merci. Alors, il y a Ed Hollywood et Thierry Hulot. J'ai presque l'impression que vous êtes dans la santé. Vous n'avez pas connu la crise. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez vécu, vous, la surchauffe, finalement, Thierry Hulot, ces derniers mois Disons, Merck est un groupe de sciences et technologies, et je vais faire une analogie avec ce qui est à la mode en ce moment, les campagnes électorales. On dit toujours une campagne électorale, on commence par y aller à fond, et à l'arrivée, on accélère. On s'est retrouvé exactement dans cette situation-là. On aide tous les labos qui font de la recherche en biotechnologie, vaccins, ou à produire des biotechnologies ou des vaccins à pouvoir opérer. Donc au début de la crise, il faut surtout pas s'arrêter de produire, sinon il n'y aura jamais un vaccin sur le marché. Et puis aujourd'hui, il va falloir produire encore plus dans des usines qui n'existent probablement pas. Vous avez tous vu comme moi que l'Union européenne vient de valider une 3e dose de vaccin auquel on va tous être exposés, puis on y aura droit tous les 6 mois, tous les ans, je ne sais pas. Donc le challenge est encore plus gros en sortie de crise qu'en entrée de crise. Et tout ce qui a été discuté dans les panels aujourd'hui, de la situation, la difficulté d'approvisionnement, la difficulté d'accès à des microprocesseurs, la difficulté d'accès à du personnel qualifié, bien on le voit. Donc si vous n'avez jamais fait de stage dans la pharma, bienvenue. Je vais venir, voilà. Ed Hollywood. Thank you. Yeah, I think like most companies that are on the stage today, and also like many governments, we see really the faiblesse that has been shown through the crisis in terms of global supply chains. I mean, particularly in our sector with regards to the free-flowing availability of medicines, it's been incredibly important to be able to make sure that we can shore up the supply and that we have that supply available for the patients that need it in the countries in which we operate. So what's really interesting is that the discussion now seems to have moved from one that is focused on price of supply to quality, sustainability, and reliability of supply, which for me is actually a very positive move. I mean, we're a European healthcare company. We invest heavily in Europe. A lot of our factories and production facilities are based in Europe. So obviously for us, it's important that we can serve our European customers in the right way. So I actually feel quite positive coming out of the crisis. I completely agree with what was said earlier, that the innovation is going to be the driver of sovereignty. It's not sovereignty in and of itself, it's going to be the innovation that is going to ensure that we get the right products to the right people at the right time. And what I see coming from the government now is, at both the European level and at the French level, a lot of positive signals that has been well understood, and there are a lot of encouraging signs that our type of industry and our type of sector will be well supported in that regard. So let's hope that it continues in that direction.
Ok. Merci, Ed Hollywood. Vous avez donc dit que vous étiez vraiment un groupe européen en Europe. Vous êtes à l'origine un groupe américain. Comment on voit, enfin à l'origine, aujourd'hui, un groupe comme Aptar est coté aux États-Unis, le siège est aux États-Unis. Quel est le regard d'un groupe comme le vôtre sur la souveraineté en Europe ou à l'échelle française? Comment vous le voyez? On a une spécificité chez Aptar. Effectivement, nous sommes cotés à New York, le groupe américain, 13 000 personnes dans le monde, dont plus de 4 000 en France. Je crois que le ratio, on trouve ce ratio assez rarement dans l'industrie, et c'est pas par hasard, parce qu'encore une fois, on a une industrie cosmétique, notamment en France, avec des grandes marques, et une industrie exportatrice. C'est la cosmétique qui est le deuxième contributeur au niveau balance commerciale après l'aéronautique en France. Oui. Donc nos clients sont là, on investit et on pense, alors ma responsabilité, moi, est européenne. J'ai des mandats légaux en France, je pense comme un Européen. Je suis en même temps très content d'être revenu en France au mois de juillet. Je passais une trentaine d'années en Allemagne. Revenu en juillet, je suis très heureux. Donc je fais partie de ces plus de 92% de microéconomistes, pas macroéconomistes, mais des gens qui sont très heureux en France. Très content d'être revenu. Donc on regarde l'Europe et on regarde en même temps là où sont nos clients, et là où est bien entendu le côté attractivité de la France. Et c'est très très clair. On a vu je crois qu'on a vu aujourd'hui dans les résultats d'Ipsos et confirmé. Nous avons une économie qui repart, nous avons une énergie décarbonée. Vous avez parlé aujourd'hui des start-up, enfin tout le microcosme français et tout l'environnement qui nous permet de pouvoir produire près de nos clients. Et on investit d'ailleurs actuellement énormément. On vient d'annoncer un investissement sur le site d'Oyonnax de plus de 40 millions. Donc on ne va pas produire plus en Asie, on va produire en France. Pour une multinationale, quand on dit souveraineté, ça veut dire qu'on est français en France, allemand en Allemagne. Ça a un sens ou pas? Est-ce qu'il faut descendre à l'échelle d'un État? Non, je pense qu'il faut être européen en Europe, ça c'est relativement clair. Et après, suivre encore une fois les marchés, être positionné, utiliser nos forces. On a eu un savoir-faire en France extraordinaire, donc ça on l'utilise. C'est pour ça que la France est un pays de prédilection pour nous, mais je pense qu'on pense aujourd'hui au niveau régional. Nous sommes d'ailleurs structurés de façon régionale, et nous regardons les régions. Moi, petite anecdote, quand mon fils était tout petit, je lui parlais beaucoup, on vivait en Allemagne, mais je parlais beaucoup de la France. Et un jour, il était très déçu, je crois qu'il avait 3 ans, et il a regardé sur Globe, il a trouvé la taille de la France, il me dit, c'est ça, c'est tout petit. Et on est combien de la population mondiale? Je lui dis un peu moins de 1%. Je crois que ça l'a complètement déprimé. Et je lui ai parlé ensuite de l'Europe. Il m'a dit, oui, là, effectivement, c'est un peu plus gros. D'accord. Nicolas Bouzou. Oui, de ce que j'entends du débat, et puis je le vois par ailleurs, je pense qu'il y a un point qui est très important et qui en effet illustre le fait que d'une certaine façon nos entreprises sortent renforcées de la crise, c'est qu'on a tiré quand même les leçons, et les entreprises ont tiré les leçons de leur trop grande dépendance en matière d'approvisionnement avant la crise. Et ce n'était pas simplement lié au fait qu'on achetait beaucoup de choses à l'étranger, c'est pas simplement ça. C'était surtout lié au fait que nos sources d'approvisionnement en fait, étaient extrêmement concentrées géographiquement, et évidemment dans certaines régions chinoises, c'est à ça qu'on pense. Et en fait, il y a eu un travail déjà en 18 mois assez remarquable qui a été fait par les entreprises pour diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc au lieu d'avoir un fournisseur de n'importe quoi, de pédales de frein en Chine, bon, on en a en Chine, et puis en Pologne, et puis un petit au Brésil, comme ça. Alors ça coûte un tout petit peu plus cher, mais en même temps on gagne énormément en matière de résilience de la chaîne de valeur. Et en fait, d'ailleurs, pour un libéral comme moi, c'est assez amusant, parce que ça s'est fait tout seul, ça s'est fait sur la pression des actionnaires, en fait, qui ont dit, bon, faut qu'on fasse un peu plus attention, faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est fait. Et donc ça, je crois que c'est intéressant, parce que ça montre que, bon, cette crise, c'est une crise terrible, incroyablement grave. Je ne fais pas du tout partie de certains de mes camarades dans le débat public qui disent qu'on en a trop fait, etc. Je pense que c'est pile l'inverse. Je pense qu'on n'a même pas osé regarder la crise dans les yeux tellement elle était grave. Et donc je suis quand même très réconforté de voir que ça n'a pas été en pure perte et qu'on en tire une forme de résilience. Le mot est à la mode, mais il est très juste, une forme de résilience pour notre économie.
Et Thierry Hulot, pour vous, dans la santé, les diversifications de l'approvisionnement, c'est quelque chose qui a évolué ces derniers mois ou pas? Oui et non. Oui. Comme beaucoup l'ont dit, quand on parle de souveraineté, et quand j'entends souveraineté du médicament en France, c'est même pas une utopie, c'est une imbécilité. Il n'y a pas de modèle économique et ça donnera des pénuries pour les patients français. Par contre, d'avoir des plateformes régionales fortes, oui. Et là, l'Europe est, désolé de le dire, pas assez musclée. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Le gouvernement américain a exhumé de la guerre de Corée ce Defense Product Act. Le Covid est une guerre. On peut réquisitionner tous ceux qui font des médicaments aux États-Unis pour qu'ils ne livrent que le marché américain. Si vous deviez livrer en Europe ou ailleurs, tant pis pour vous. Et là, l'Europe est vulnérable. Donc il est urgent de se muscler en Europe. Si on s'y met tous, alors j'entendais tout à l'heure à 27 pour un nouveau Nasdaq, ça va être compliqué. À 27 pour une indépendance sanitaire européenne, c'est faisable. Il y a de la place pour tout le monde, il faut le construire ensemble. Et quand on veut, on peut. Quoi qu'on en ait dit, l'Europe a pas mal négocié les contrats pour qu'on soit tous vaccinés. Tout le monde a beaucoup râlé, mais on est aujourd'hui tous vaccinés. Donc il y a une puissance de feu européenne sur laquelle il faut s'appuyer. Et c'est pas en se disant on va relocaliser des usines. Qui a déjà vu une usine mise sur un camion ou une barge et puis faire 500 km pour repasser la frontière? Il faut investir dans les technologies de demain. Oui. Celles d'hier, elles sont parties, c'est fini. Il faut investir dans les technologies de demain. La technologie de demain, pour ma paroisse, j'allais dire, c'est les biotechnologies. Il faut faire de la France une plateforme forte en biotechnologie dans cette nouvelle génération des biotech liées aux ARN messagers, à la génomique, et qu'on ne rate pas le rendez-vous qu'on a raté il y a 20 ans. Et mon petit souci, c'est qu'il faut croiser les doigts pour qu'il y ait une vraie présidence française européenne, même en période électorale, au moment où, objectivement, l'Allemagne va être à l'arrêt pendant 6 mois, et qu'on ne perde pas un an. La France risque d'être à l'arrêt pendant, pareil, quelques mois. Je pense que ça va être très compliqué. Enfin, c'est ce qu'on entend au début 2022. Ouais. Ben dans ce cas-là, ce sera compliqué pour tout le monde, parce que si la France est semi à l'arrêt et l'Allemagne en semi-mobilité, ça fera gagner personne. Quelle est, Ed Hollywood, vous, vos priorités finalement quand on parle de souveraineté pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous au sein de votre entreprise? Well, I think for us, the important point is that governance can drive a lot of innovation, which can then bring sovereignty. So, I mean, when we think about governance, I think both at the European level and at the French level. So, if I think about what the European Union have done with the setting up of the Health Emergency Response Agency, for example, or authority, I should say, this can be a really powerful driver of innovation within the European health ecosystem. I mean, the Americans have done this quite well with BARDA. Oui. HERA is still quite early, and we'll see what happens with that, but there are some encouraging signs there. European Union have, in the past, if we look at, for example, orphan diseases, so diseases that really don't have a treatment associated with them, but they are severe diseases, patients have a high unmet medical need for treatment there. The European Union in the past have been able to put in place many incentives for our sector to encourage research and development in those areas so that new treatments can be developed, so that new treatments can be provided to the patients in Europe. I mean, now I think there are something like 150 different treatments for so-called rare diseases. 20 years ago, there were 6 or 7. Yes. Mm-hmm. So it can show you how very quickly governance can play a role in bringing that sovereignty to bear. OK. Alors, Nicolas Nekoff, on est dans une autre problématique que la santé quand on parle de Ferrero, mais la souveraineté est fondamentale. On a parlé de ça sur les approvisionnements. Oui. La souveraineté nationale, j'ai envie de dire dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, a peut-être un sens différent de ce qui vient d'être exprimé. C'est peut-être un autre niveau. Oui, c'est intéressant d'ailleurs de confronter. C'est vrai que la perspective de la souveraineté pour un groupe européen agroalimentaire, c'est vraiment celle de la protection de l'approvisionnement et de l'indépendance agroalimentaire, et qu'on voit particulièrement dans une phase de reprise, puisqu'on voit cette tension sur l'approvisionnement. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles moi j'ai la conviction qu'il faut vraiment soutenir des agricultures européennes et françaises particulièrement fortes pour développer ce capital. D'autant qu'on a des atouts, on le sait.
pour faire face aux défis de demain, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient d'ordre de transition alimentaire. On a des vrais savoir-faire. Si je prends l'exemple de notre groupe, aujourd'hui on produit en France, on exporte depuis la France, et on a la chance de pouvoir s'approvisionner à 56% en ingrédients français. 100% de notre sucre est français, 2/3 de notre lait, tout ce qu'on peut acheter comme noisettes en France, on l'achète. Et ça, c'est un vrai capital que nous demandent les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent que les produits qu'ils achètent soient produits en France, mais avec des ingrédients français pour maintenir des circuits courts. Ça, c'est l'attente. Et donc, développer ce capital agricole en France va générer de l'investissement de la part de sociétés comme les nôtres pour cette raison-là. Et les mesures du plan de relance vont compléter ce dispositif pour incentiver finalement l'investissement industriel et permettre, alors dans notre cas, on ne parle pas de relocalisation parce qu'on est dans un groupe en croissance, mais de localisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un groupe familial comme Ferrero a des opportunités d'investissement dans beaucoup de pays. Comment on fait de la France un endroit qui est un territoire attractif. Ouais. Et ça, c'est la capacité à se sourcer en ingrédients français, localement, pour répondre aux attentes des consommateurs, exporter le savoir-faire français en dehors de la France et avoir des mesures d'incentive qui sont importantes, qu'on a discuté. Je le dis parce que pas plus tard que la semaine dernière, on avait notre CEO qui était ici en France pour une journée. On a détaillé avec lui les mesures du plan de relance et comment ce plan de relance pouvait être intéressant et attractif pour Ferrero en tant qu'investisseur en France. Donc là, on est plutôt à une échelle nationale, finalement. Oui, mais nous, on est un groupe européen qui vit en Europe, qui a un berceau en Italie, qui est installé au Luxembourg, donc qui a une très bonne connaissance de la force du territoire européen et des mécanismes européens. Donc c'est pour ça qu'on parle de la France, mais tout ça dans une logique européenne qui est très bien connue, par exemple, de notre groupe. Sans forcément rentrer dans le détail sur l'Europe, un groupe comme le vôtre, qui est très européen, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, finalement, dans ce domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture? Est-ce que ça rentre dans votre prisme de réflexion stratégique? Est-ce qu'il y a des attentes vis-à-vis de l'Europe, ou là, on est plutôt à une autre dimension, une dimension par État? On est plutôt sur des dimensions nationales. Les attentes de l'Europe, c'est de s'articuler, justement, en termes de capacité à collaborer et d'avoir des mécanismes qui facilitent les déploiements nationaux. On l'a vu avec cette crise sanitaire. Moi, avant de prendre la direction générale de Ferrero en France, j'ai été 2 ans à Singapour, où je m'occupais de la filiale Asie, pendant la crise du Covid, jusqu'à il y a quelques mois. Et on a vu justement le temps de réaction de l'Europe a été dépendant de la capacité de l'Europe à s'aligner. Et donc c'est ça qu'on attend aujourd'hui de l'Europe, c'est d'avoir une réactivité dans l'alignement pour permettre aux souverainetés nationales de s'exprimer là où c'est juste de le faire. Et en fait, mon expérience, c'est que les pays asiatiques ont été très rapides, oui, aussi parce qu'ils avaient un peu plus d'expérience de ce type de pandémie à échelle plus réduite, et que l'Europe a finalement pris un peu plus de temps pour monter en expérience et aussi se coordonner. Et le jour où ça a été le cas, elle a rattrapé son retard dans la stratégie de vaccination, dans les mécanismes économiques et financiers de soutien. Et là, on voit qu'elle est forte quand elle est alignée et qu'elle peut produire des mécanismes qui, localement, sont pertinents. Donc je crois que c'est ça l'attente qu'il y a aujourd'hui. On parle de souveraineté nationale, on parle de politique européenne. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté européenne? Nicolas Bouzou, je pense à ça, je vais un peu diriger. Vous êtes un spécialiste aussi de l'espace, vous travaillez souvent sur ces sujets-là, et on voit les problématiques assez complexes de compétition entre les États au niveau européen dans l'espace, qui fait que finalement, il y a pas un hiatus, mais en tout cas, il y a des institutions européennes et il y a une compétition entre les États qui fait qu'on est de moins en moins efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette notion de souveraineté européenne? Est-ce que ça a un sens? Absolument, mais je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que d'un côté, on a une Europe qui avance, on ne peut pas dire le contraire, et elle a avancé pendant cette crise. Je me souviens très bien, avant la crise, par exemple, l'idée d'avoir des projets d'investissement communs financés par de la dette
ce qu'on appelait des eurobonds, c'était quelque chose qui semblait absolument impossible, et en particulier nos amis allemands ne voulaient pas en entendre parler. Et puis finalement ça s'est fait. Alors ça ne s'appelle pas eurobonds, mais on a exactement ce mécanisme. Donc on voit que l'Europe avance, mais ça ne suffit pas d'avancer. Il faut avancer au bon rythme. Le timing dans ces questions-là est quelque chose d'absolument crucial. Et en effet, peut-être que l'Europe devrait se concentrer sur quelques projets. Peut-être pas à 27, moi je pense que c'est quand même difficile de faire des choses à 27, surtout des projets de politique industrielle. Et je pense qu'on doit se dire, voilà, sur tel ou tel secteur, il faut qu'on mette de côté nos égoïsmes nationaux, parce que tout le monde est perdant. L'exemple de l'espace que vous citez est absolument emblématique. Dans le domaine de l'espace, comme dans d'autres domaines, il y a une règle européenne qui s'appelle celle du juste retour économique, c'est-à-dire qu'au fond, quand un pays investit, il doit récupérer des investissements et des emplois à peu près de façon proportionnelle à ce qu'il a investi. C'est une règle qui est incroyablement paralysante. Vous pouvez avoir des débats sur où on va localiser les usines, etc. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une compétition, mais ça ne doit pas être paralysant. Et de ce point de vue-là, le modèle américain est le bon modèle. Et le modèle américain, il procède beaucoup justement par les incentives, par la dépense publique. On parlait tout à l'heure de la DARPA, donc cette agence américaine qui, au fond, essaie d'inciter les acteurs publics et privés à générer de l'innovation radicale. Comment ça fonctionne? Extrêmement simplement. Vous dites, j'ai un problème, mais il y a un problème. Il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas, par exemple, tiens, le glyphosate. Voilà, glyphosate, on ne sait pas si c'est bien ou pas bien. Dans 10 ans, il faut qu'on ait plus de glyphosate, il faut qu'on ait autre chose. Voilà, donc on lance un appel d'offres. Trouvez-moi autre chose que le glyphosate. On met 5 milliards d'euros ou 5 milliards de dollars. Celui qui a le meilleur dossier, on lui donne plein d'argent, on cofinance avec lui, et en revanche, il partagera son brevet avec tout le monde. Voilà. C'est simplissime comme fonctionnement, c'est efficace, c'est simplissime, ça va vite. Il faut absolument qu'on aille vers des choses comme ça, parce que sinon, là aussi, ça me frappe un peu dans votre débat, et ça m'inquiète un peu, mais c'était aussi d'ailleurs un peu le sens de la réponse que je vous ai faite tout à l'heure quand on discutait là-bas tous les deux. On voit quand même que tout le monde est d'accord pour dire que théoriquement, il faudrait que les choses se fassent au niveau européen, mais en pratique, comme on n'a pas le temps d'attendre l'Europe, on fait beaucoup de choses au niveau national. Oui. Et ça, voilà, ça m'inquiète un peu. Xavier Sustermans, vous avez passé 30 ans en Allemagne, donc vous avez une bonne vision de l'état d'esprit de l'Allemagne. Sur ces sujets dont on débat de souveraineté, on en parle en Allemagne et de quelle manière? Peut-être un peu différemment, et encore une fois, je me suis souvent posé la question, je suis également vice-président de la Chambre de commerce franco-allemande, donc on a toujours ces débats. Est-ce que l'Allemagne et la France sont des partenaires ou des concurrents? On peut se poser toutes ces questions. Je crois très très clairement, nous sommes des partenaires. Quand on regarde, effectivement, l'Allemagne exporte pour 1600 milliards à une balance commerciale de 200 milliards positive. En France, on n'en est pas là. Mais en finale, on se complète. Et il faut qu'on puisse se compléter encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans un concert mondial. On a tendance à l'oublier. J'entendais parler de glyphosate ou de pesticides. Quand les Chinois décident de faire quelque chose, ils achètent le groupe Syngenta pour 43 milliards. Et peu importe le prix, parce que c'est stratégique. On est dans un concert mondial. Il faut que l'Europe puisse jouer un peu, d'avoir une taille critique et pouvoir jouer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands challenges. Il y a des challenges d'innovation. Il y a une opportunité avec l'innovation et la technologie. Il y a un challenge qui est le climat. Et je pense que l'Europe est très bien placée pour... Et puis il y a des challenges de croissance possible profitable pour l'avenir. Comment est-ce que l'Europe va pouvoir jouer en Afrique, un continent d'1 milliard de personnes, qui sera bientôt 2 milliards, avant que les Chinois y sont? C'est presque déjà trop tard. La Chine y est déjà. Et je pense que c'est ça le rôle. Il faut penser français, c'est très bien. Je pense que penser européen, c'est mieux. Et penser franco-allemand, Ed Hollywood, la France plus l'Allemagne, c'est sur ce noyau-là qu'on peut faire une Europe plus attractive, plus efficace? Well, absolutely. I mean, and going back to what was just said, I do believe that France and Germany are partners, but they're also competitors. I mean, when we're considering as a company which country we're going to invest in, where we're going to put our centres of production, of course, it's a complex decision-making process where you're looking at, well, what does the market look like? What does access to the market look like? What does the ecosystem look like? That's really probably the most important question that we would ask ourselves.
do we have access to research and development facilities, universities, startups in the ecosystem, particularly when it comes to the arrival of e-health and e-santé? There's a lot of different factors for us to consider in that particular question. But we are a German company with a major presence in France, and we have a major presence in France because of the expertise that exists here. I mean, there's no question about that whatsoever. Ok. Nicolas Nekov, alors vous êtes le représentant en France d'un groupe italien très allemand. Est-ce que vous pensez là aussi que une politique européenne efficace va se construire, ou elle se construit depuis longtemps, mais doit se renforcer autour d'un noyau de pays assez industriels, l'Italie, la France, l'Allemagne? Quelle est votre vision? Écoutez, je crois qu'il y a un terme qui est... Alors nous, on est effectivement un groupe italien qui est allé très tôt s'implanter en Allemagne. Et c'est vrai que les 3 plus gros pays sont l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc on retrouve cette idée de noyau. Mais il y a une idée que j'aime bien qui est l'idée d'échelle. Et c'est vrai que quand on sort d'Europe, moi pour l'avoir vu encore une fois de l'autre bout du monde, l'entité Europe est la bonne pour créer cette échelle. Une échelle compétitive, respectée parce que c'est vraiment un marché important. Une échelle attractive parce qu'elle représente un potentiel et des savoir-faire. Et donc c'est là que doivent se situer un certain nombre d'initiatives fortes. Et après, effectivement, elle doit s'appuyer, j'aime bien l'idée de Nicolas Bouzou de choix, de faire des choix sur certaines expertises nationales qu'il faut assumer et accepter, où on va développer une souveraineté, une expertise au niveau des pays pour l'Europe. Hein, mais je pense que c'est vraiment important. Alors, moi, j'adhère à cette idée de noyau, mais dans une idée de donner une échelle européenne au sujet. Parce que cette échelle, moi, je l'ai vécue pendant plusieurs années, elle est vraiment respectée. Et c'est la seule, réellement. Finalement, les pays sont des entités, mais le lien commun, c'est vraiment l'Europe, l'espace européen. Oui, d'accord. Xavier Sutterac, la place, finalement, de l'Europe par rapport aux deux grandes autres puissances mondiales, les États-Unis et l'Asie, et particulièrement la Chine, est-ce que c'est un moteur, finalement, d'être en face de ces deux superpuissances, tel que vous le ressentez? Je ne sais pas comment ça se passe dans votre entreprise, mais est-ce que c'est un moteur pour créer quelque chose de plus intime, de plus puissant au niveau européen? Est-ce que vous avez ce sentiment que ça va aider à cette construction européenne? Je le souhaite. Le sujet n'est pas un sujet politique, c'est un sujet effectivement économique. Et, nous travaillons, nous, sur des marchés mondiaux, donc nous sommes très présents aux États-Unis, très présents en Asie et présents en Europe. Mais effectivement, je crois qu'on a un rôle à jouer au niveau européen. On a, j'entendais tout à l'heure, un peu de cette compétition entre les pays. C'est une compétition en fait qui est très saine, parce que ça nous permet de continuer à nous challenger et aller peut-être un peu plus vite. Il y a un sujet de rapidité là aussi. Quand je vois aujourd'hui la rapidité en Asie, je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Le nombre de brevets qu'on trouve, on a pensé pendant des années que la Chine copiait l'Europe. C'est plus du tout le cas. Le nombre de brevets dans certains domaines... Dans vos métiers, par exemple, très particuliers, la Chine est un acteur aujourd'hui? Alors, ça dépend des secteurs. Dans la parfumerie, relativement peu. C'est un marché qui va encore se développer. Dans la cosmétique, de façon générale, les soins de la peau, etc., c'est un très gros marché. Je dirais l'expertise reste encore beaucoup en Europe dans d'autres domaines. C'est plutôt positif. C'est très positif. Ouais. Ed Hollywood, peut-être que vous êtes britannique, je crois, à l'origine, ou pas, voilà. Absolument. Comment vous regardez un Brexit? Comment vous regardez le Royaume-Uni par rapport à ces problématiques de souveraineté, finalement? Est-ce que vous comprenez, est-ce que ça a un sens d'essayer de développer une souveraineté à l'échelle britannique alors qu'on vient de parler de l'échelle européenne en disant que c'était la seule échelle possible? Well, this becomes a controversial subject for me because, in fact, I'm Scottish, so... I'm sorry. Most people in Scotland didn't vote for Brexit, and that's creating a whole different issue now. No, look, I mean, I think
it becomes a personal topic for me, I think that, you know, going back to the competition that we were describing earlier, I mean, it's very obvious to me now that the discussions that are taking place within our company as a European actor with regards to the UK, Brexit becomes a more difficult proposition. I mean, they still have the same ecosystem, they still have the same expertise, but there are extra barriers that are in place. At least that's the perception. Time will tell whether that really is, you know, borne out by the facts, but the perception at the moment is certainly going in that direction. For me, you know, the UK will always be a strong actor in the domain of health because of the research that we have there, because of the wonderful NHS that we have there and the expertise that comes out of that. But Brexit's going to take a little while to pan out, and then we'll see how the chips lie and if there's still willingness to invest in the same way as there was in the past. Okay. It's a little bit of a political answer, but I don't want to get too personal on that one. Quel est votre regard, Nicolas Bouzou, sur ce Brexit et la souveraineté? Quelle est votre analyse? Depuis le début, mon analyse est la même, c'est qu'il faut distinguer la souveraineté juridique de la souveraineté de fait. Et je pense que nos amis britanniques ont voulu retrouver une souveraineté juridique, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que voilà, leur système, leurs institutions étaient quand même assez différents des institutions des autres pays européens, mais il n'est pas sûr que ça donne une souveraineté de fait. D'ailleurs, je suis très intéressé aujourd'hui de voir que les entreprises britanniques font face à des difficultés d'approvisionnement, des difficultés de recrutement qui sont bien plus importantes que les nôtres. Ce qui est déjà un problème important chez nous, l'est beaucoup plus là-bas. Et ça l'est beaucoup plus là-bas parce qu'il y a le problème du Covid et il y a le problème des nouvelles règles migratoires. Ça veut dire, d'ailleurs aussi, je le dis au passage, que quand on veut analyser des problèmes comme le problème de l'immigration, ce qui est un sujet très important et parfaitement légitime, mais il faut en voir tous les aspects. Quand vous décidez de changer radicalement de politique migratoire, ça peut vider vos supermarchés. Ça peut vider vos supermarchés parce que vous avez des gens qui livraient, par exemple, ou qui étaient des camionneurs et qui ne peuvent plus et qui restent de l'autre côté de la frontière. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, où on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que pendant tout le processus de négociation du Brexit, nos amis britanniques ont voulu ce qu'ils appelaient un Brexit sec ou un Brexit dur. Et aujourd'hui, ils nous demandent de revenir là-dessus pour avoir des règles beaucoup plus souples en matière migratoire. Donc on voit bien que la confrontation avec la réalité les amène à nuancer des jugements qui, voilà, comme dans tous les pays démocratiques, parfois à certains moments peuvent être un peu excessifs. Merci messieurs. On arrive au terme de ce débat. Moi qui suis un observateur, donc un journaliste, ce qui me, j'allais dire faire plaisir, je vais parler un peu personnellement, c'est qu'il y a énormément d'envie d'Europe qu'on n'entend pas toujours dans les débats politiques, qu'on n'entendra pas forcément dans les mois qui viennent en France. Et ça, j'ai envie de dire, c'est probablement quelque chose qui peut donner énormément d'espoir, enfin, c'est mon sentiment, pour l'avenir et la puissance de l'Europe. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.